sauver comme ça. Ok, Hop. très bien. On veut vérifier juste le son. On n'a pas vérifié. Si c'est possible. Le son, normalement, il doit être penché. Comment tu veux qu'on le vérifie sur la... Sur l'app directement. Hop, là. Voilà. Voilà, plutôt. Moi, c'est bon. C'est bon? Ok. Du coup, il est 14h30. Peut-être commencer, je ne sais pas. Ouais. Je vois qu'il y a pléthore de gens, c'est parfait. On n'est pas sur la quantité mais la qualité, c'est top. Alors, je vais essayer de faire le plus intéressant au début. Au début, j'ai quelques slides. Je ne suis pas très slide, mais l'idée, c'est de passer rapidement sur la démo. Donc, on n'est pas nombreux, même s'il y a des gens qui sont connectés ici. N'hésitez pas, s'il y a des moments où vous avez des questions. Voilà, je pense qu'on peut se permettre ce genre de choses. Donc, avant toute chose, je vais juste me présenter rapidement. Hop, je m'appelle Mathieu Cano, je suis responsable avant-vente et du pôle data visualisation chez Sinovate. Nous, vraiment, notre métier, c'est la valorisation de la donnée. Historiquement, on était vraiment BI. Moi, je suis data scientist. Donc, l'idée, c'était de valoriser la donnée, c'est-à-dire on a plein de données. Comment on va structurer ces données, comment on va mieux les proposer. Donc, l'outil de DataVis que je vais présenter aujourd'hui. Et puis derrière, comment on peut aller plus loin avec des stats dessus pour essayer d'enrichir un peu l'information. Donc, l'objectif de cette présentation, ça va être de présenter l'outil, la solution de chez SAP qui s'appelle SAP Analytics Cloud, SAC. C'est comme ça que je vais l'appeler. Montrer quelques restitutions, capacité de calcul, d'aide à la décision, et puis toute la DataVis qui va derrière, la valorisation de la donnée. Et puis, si j'ai le temps, le lien avec SAP BO. Je ne sais pas s'il y a un intérêt ici, donc je le ferai ou pas. Sinovate, pour faire très simple, donc nous, une entité sur 4 sites, Rennes, Paris, Lyon, Montpellier. On est plus de 100 mates et on est quasiment maintenant 20 data scientists, justement, parce qu'il y a une croissance assez importante sur la valorisation de la donnée. Voilà, j'ai de la donnée, comment je l'exploite mieux que ça? Plus de 350 clients actifs, ce qui permet d'avoir des horizons très variés sur les finalités. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des choses qui sont issues de vrais projets où les données sont anonymisées, forcément. Et puis, je ne citerai pas, la plupart du temps, les gens qui sont derrière, les clients. Un petit point de DataVis, très rapide. La DataVis, c'est quoi? Je pense que si vous êtes là, vous avez déjà une idée vague de ce que c'est. Ça permet de représenter graphiquement les informations contenues dans les données, donc de faire ressortir les phénomènes, ça c'est important. Mais surtout, pourquoi je vous présente ça? Il y a souvent cette notion c'est des jolis tableaux de bord. Il y a un point qui est important aussi, c'est toute la cinématique de navigation dans les données. C'est important d'avoir une vision des fois macro, mais de pouvoir naviguer dans les données, d'aller explorer les données, de fouiller dedans. Vraiment, l'idée, c'est de faciliter l'accès à l'information, à la donnée derrière, pour pouvoir prendre des décisions. Parce qu'in fine, c'est bien ça le but, c'est de pouvoir prendre des décisions. Donc, l'outil SAC, c'est quelque chose qui est basé sur une plateforme d'innovation qui s'appelle SCP. L'idée de cette plateforme, grosso modo, c'est d'avoir un maximum de services, de géolocalisation, d'IoT, etc., de librairies mathématiques pour enrichir les choses. L'outil SAC, lui, c'est le point d'entrée. C'est vraiment l'interface facile qui va réunir tous les utilisateurs. Qu'on soit dirigeant, je veux juste mes KPI, qu'on soit data analyst, fouiller dans les données, mettre des modèles en place, etc. Voilà, tout le monde, l'idée, c'est vraiment de réunir tout le monde dans la même interface et qu'il y ait un échange, une collaboration. Donc, c'est vraiment répondre à plusieurs besoins. Donc, il y a le côté restitution, BI classique, le côté analytique augmentée. Vous allez voir qu'il y a quelques petites fonctionnalités d'analyse prédictive que j'appelle plutôt de l'aide à l'exploration de la donnée. Donc, l'outil va vous aider à fouiller dans les données via de l'analyse de variabilité, via de la prévision, etc. Et puis, il y a un côté planification. Donc, là, on parle de planification budgétaire, mais qui peut s'appliquer pour de la simulation. Faire différents scénarios de production pour voir quel est l'impact après sur mon chiffre d'affaires, etc. C'est un outil, vous allez le voir, j'espère que je vais vous convaincre, qui est très simple d'utilisation. Il a été pensé vraiment pour des utilisateurs métiers, contrôle de gestion par exemple, etc. Donc, ce n'est pas un outil informatique, très difficile à prendre en main. Voilà, c'est quelque chose d'assez intuitif, c'est ce que je vais vous montrer. Puis comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est basé sur la plateforme de chez SAP, avec plein de services, une base de données ANA, donc on est tout en une memory qui permet de traiter des gros volumes de données. Ça aussi, c'est une des forces de l'outil. Comme je monte mes données, elles sont disponibles à tout moment.
Et quand je dis à tout moment, c'est aussi, vous avez la partie mobilité, tablette, téléphone, enfin, peu importe la pomme ou l'autre, ça marche. Donc, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, il y a un message qu'il faut voir, c'est cette vision de point d'entrée unique à l'information pour tout le monde. C'est vraiment cette idée de je réunis tous les gens d'une entreprise via un seul point d'entrée. Donc voilà un petit peu, je vais essayer de faire vite sur ces slides, je pense que ce que vous voulez voir, c'est l'outil. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'outil. Hop, alors je vais juste rouvrir une page. Donc comme qui dit cloud, forcément, on a une adresse, une URL qui permet de nous connecter, donc c'est quelque chose de nominatif. Donc l'idée, voilà l'interface. Donc on est sur une interface. Hop, vous ne voyez pas ce qui se projette. Donc je vais arrêter. Ça ira un peu mieux comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai ouvert un navigateur. Je me suis connecté à mon outil SAC et je suis arrivé sur ma page de garde. Donc l'idée, comme c'est nominatif, c'est que chacun puisse déjà paramétrer, personnaliser sa page. Donc chacun des qui sont ici sont issus de présentations qui sont derrière. Et on va venir épingler ces choses-là directement sur la page de manière à, dès que je me connecte, j'ai déjà un certain nombre de visuels. Je vois que je suis dans le rouge ici. Je vais aller voir ce qui se passe derrière. J'ai un raccourci qui me permet d'aller dans la présentation, d'avoir un peu plus d'analyse, etc. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, chacun va construire cette page, l'agent sait comment il le souhaite et mettre les informations qui le concernent. Après, on va regrouper ces informations dans des notions de catalogue. On va pouvoir regrouper les choses, par exemple, sur du RH, sur du commerce, voilà, sur plein de choses, de manière à centraliser aussi toutes les présentations qui sont derrière. Petit point de sémantique, j'aime bien le préciser quand même. Ici, on parle de présentation. On ne parle pas de rapport et d'état par rapport à d'autres outils chez SAP. L'idée de présentation, elle est vraiment là. C'est-à-dire que je vais animer véritablement des réunions avec cet outil. Je projette mes chiffres, je peux naviguer dedans, une question surgit, je vais analyser. Et on a tout de suite la réponse qui peut émerger des données. En termes d'interface, vous avez vu que c'est assez simpliste et on va retrouver pas mal de choses. Ici, un petit menu qui vous permet d'accéder aux fichiers, c'est un explorateur assez classique. Les présentations, des outils d'analyse, où là, c'est comme une présentation dans laquelle on va pouvoir javascripter des choses. La partie jeu de données, modélisation, voilà, c'est là où on va aller chercher les données, sachant qu'en termes de sources de données, on va pouvoir attaquer à peu près toutes les sources de données possibles, que ce soit du Google BigQuery, que ce soit des choses qui sont ici de SAP, des univers, du BPC, de l'ERP, des bases SQL toutes simples, de l'Open Data. Bref, il y a un peu tous les connecteurs qui permettent d'aller chercher l'information voilà, de la récupérer ici. Il y a une partie modélisation qui vous permet de structurer un peu si besoin la donnée, de la corriger, et puis après de la restituer. Alors, on va passer sur la partie, sauf si vous le souhaitez, administration, sécurité, etc. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'idée, c'est peut-être de vous montrer un exemple de restitution. Et donc, je vais vous présenter ici un exemple de présentation. Alors, j'aime bien travailler un peu mes présentations avec une première page de garde, vision globale, etc. Je vous montrerai un autre cas. Et puis après, on a un certain nombre de pictos qui permettent de naviguer d'une page à l'autre. Des liens hypertextes assez simples. Et donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est parcourir quelques restitutions, vous montrer un peu les fonctionnalités d'analyse qu'on a pu avoir, la cinématique de navigation, ce que j'expliquais, comment on navigue dans les données. Je vous montrerai peut-être 2-3 exemples, et puis je vous montrerai aussi comment on crée aussi ces rapports, parce que je pense que c'est important de voir aussi la création et comment ça se comporte. Donc, un premier exemple ici, où on était dans le domaine du RH, où pour des absences multiples, on a recours à des taux à du CDD, voilà, pour compenser des absences. Ce qu'on présente ici, vous voyez, c'est une vision un peu synthétique, macro, du taux de CDD, avec des alerteurs de couleurs qui vont être mis derrière, des mises en forme conditionnelles, une petite jauge, et puis un certain nombre de choses qui permettent déjà d'avoir une vision globale. Par exemple, ici, on voit la répartition selon les catégories socio-professionnelles qui ont nécessité du taux de recours à CDD, la possibilité en live d'avoir des différences, vous voyez, qui affichent, de pouvoir faire du filtre, une petite infobulle quand on passe dessus, de filtrer aussi les données ou d'exclure une certaine catégorie qui va se répercuter sur les autres. Le fait de pouvoir mettre des commentaires, ça aussi c'est important. Je vous disais tout à l'heure le côté collaboratif, pouvoir échanger sur les rapports et de contextualiser les réponses. C'est-à-dire, généralement, voilà, il y a un problème dans les données, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller fouiller, ça reste dans un mail. Là, l'idée, c'est vraiment de contextualiser la réponse si elle a besoin de rester dans le rapport pour pouvoir garder une trace de ce qui s'est décidé. En termes de restitution, on va trouver des choses classiques, de l'histogramme, du KPI, des donuts, des jauges,
Des cartes arborescentes. Donc, vous voyez ici, on commence à avoir des notions de hiérarchie. Je suis dans un secteur, j'ai une hiérarchie. Donc, soit je peux descendre via mon sélecteur aux différents niveaux. Alors, ici, il n'y en a que 2. Soit, en cliquant dessus, je peux descendre dans la hiérarchie. Et là, j'explose les différentes activités, sachant que ce type de graphique, je pense que vous êtes habitués, mais l'idée, c'est plus le carré est grand, plus l'indicateur est important. Et puis, on peut avoir un deuxième indicateur qui sera la couleur, qui permet de mettre en perspective 2 indicateurs avec une dimension. Donc voilà, chacune des représentations, on va dire, visuelles, a vraiment son importance pour pouvoir mettre en place derrière la bonne information et la restitution. C'est en ça, au début, je me présentais en tant que statisticien. La présentation des données, la data vis, fait partie intégrante. La première étape, c'est des stats descriptives, comment je mets en forme, comment je fais parler les données. Donc là, de la même manière, je vais pouvoir remonter dans les données. Comme vous le voyez, on a ce qu'on appelle de la NVA, c'est-à-dire que si je clique sur un secteur, vous voyez les autres graphiques qui vont être filtrés sur cette zone-là. On va avoir des séries temporelles, ce genre de choses, où on va pouvoir se déplacer dans le temps pour avoir des zooms, voir toute la période, ou alors les 6 derniers mois, quelque chose d'assez simple. La cartographie aussi, c'est quelque chose d'assez poussé. Il faut savoir que derrière, il y a un partenariat avec Esri. Donc on bénéficie d'un certain nombre de fonds de cartes directement accessibles, de certaines fonctionnalités, du type, voilà, j'ai un lasso, je veux me concentrer sur une zone, je filtre, et puis ça peut s'appliquer sur les autres graphiques pour avoir des informations sur cette zone-là. La possibilité aussi, quand je passe dessus, d'avoir un certain nombre d'informations, et si je clique, d'avoir un graphique qui va être dépendant, enfin qui va me donner un peu des choses, sachant que tout ça, ça se paramètre assez bien derrière. Donc généralement, en pratique, on a souvent cette vision un peu globale, comme je disais, une vision un peu macro, et puis derrière, on va décliner ça selon différents onglets, où là, on est toujours sur la même thématique, entre guillemets, mais on va commencer à mettre ce qu'on appelle des contrôles de saisie ou des sliders temporels pour pouvoir justement ajuster sur une période temporelle. On va avoir le texte dynamique qui va changer en haut, la possibilité de se concentrer sur un secteur ou 2 secteurs ou même l'activité derrière, vu qu'on a une hiérarchie. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a la réactivité des graphiques qui marche assez bien à côté. Donc, on va retrouver toujours pareil, des KPI, des cartes de chaleur cette fois-ci, où là, on va plutôt être sur 2 dimensions et un indicateur pour pouvoir refaire ressortir les choses. Des histogrammes comme ceci, des boîtes à moustaches que vous retrouvez sur la droite. Alors, les boîtes à moustaches, c'est d'un point de vue statistique, c'est une visualisation qui est souvent très importante et pertinente. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément le lire, une boîte à moustaches, la boîte au milieu, c'est là où vous avez 50% de la population qui est concentrée, le min, le max et la médiane au milieu. Ça vous permet de voir directement la distribution. Là, on va pouvoir comparer qu'en termes de taux de recours à CDD, on voit que dans l'administratif et technique, on a une variabilité beaucoup plus forte, justement, que dans le domaine de la production. Mais voilà, c'est là où il y a un peu plus d'incertitude. Voilà comment on va analyser ces choses-là, et puis après, on va pouvoir fouiller dans les données pour aller dans le détail. Et puis, vous avez même la détection, ici, de ce qu'on appelle des valeurs aberrantes, des valeurs, alors j'aime pas le terme, des valeurs anormales, on va dire plutôt, celles qui s'éloignent significativement du reste des autres, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Est-ce que la valeur est aberrante, oui ou non? C'est peut-être une erreur de saisie, c'est peut-être un comportement frauduleux. Voilà. Typiquement, c'est avec ce type de méthode qu'on va pouvoir détecter des fraudes dans l'assurance ou d'autres pannes, par exemple des maintenances, etc. Donc, vous voyez ici, on va pouvoir vraiment jouer un peu sur l'analyse. Voilà d'autres types, si on reste un petit peu toujours dans le même domaine, taux de synthèse sur l'absentéisme, on va voir, par exemple, des tableaux avec des alerteurs, toujours pareil, des pliés, etc. qu'on va avoir, du radar, ce type de représentation, du Marimekko. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'ensemble des graphiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Marimekko, c'est comme un histogramme, sauf que vous avez la hauteur qui est un indicateur et la largeur qui est un autre indicateur, ce qui permet de mettre en perspective 2 indicateurs avec une dimension. Et là, on ne tire pas les mêmes conclusions. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est la hauteur, c'est le taux d'absentéisme, et la largeur, c'est le nombre d'heures théoriques, entre guillemets, le nombre de personnes qui sont dans les services. Si on n'avait que la hauteur, on verrait que le dernier domaine, c'est celui où il y a le plus fort taux d'absentéisme, on aurait envie d'agir là-dessus, de se concentrer là-dessus. Sauf que si on met ça en perspective par rapport au nombre de personnes, et c'est important d'avoir cette information, on dit que ce n'est pas là qu'il faut agir, ce n'est pas là où il y a le plus de problématiques. Parce qu'il y a très peu de gens, il y a peut-être une personne qui a été absente et qui tire très, très fortement le taux d'absentéisme. Alors, dans la deuxième catégorie, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens. Donc, si on veut agir sur le taux d'absentéisme, comprendre pourquoi, c'est peut-être là où on va aller chercher les choses. On peut avoir, alors si on change un peu de domaine, on peut avoir des tableaux de bord, alors ça qui sont plus dédiés sur le côté mobile, je vous montre un petit exemple, où là l'idée c'est de suivre un petit peu des commerciaux qui sont sur le terrain. On change un peu de domaine, mais l'idée voilà, c'est de dire, tiens, je veux savoir
telle personne, quelle est son activité, son portefeuille de clients, quelle est son évolution d'une année à l'autre. Je n'ai pas choisi une personne qui travaille beaucoup, en l'occurrence. On va prendre quelqu'un d'autre, vous voyez ici. On a son chiffre d'affaires, on a son évolution annuelle, le nombre de clients, il n'en a pas beaucoup, mais il fait quand même du chiffre d'affaires. Ici, un donut dans lequel on va pouvoir, toujours pareil, descendre dans la hiérarchie. J'ai une famille de produits, je peux aller voir les produits qu'il vend derrière, et puis les évolutions temporelles. Et puis toujours la partie cartographie ici, qui est intéressante et qui permet, toujours pareil, vu qu'on a mis l'analyse liée, avec un petit lasso, de se concentrer sur cette zone. Et vous voyez, automatiquement, ça me filtre mes graphiques à côté. Vous voyez, en termes de restitution, on est vraiment sur un outil qui est varié en termes de représentation. On peut faire pas mal de choses. Là où ça devient, là où l'outil, à mon sens, a vraiment tout son intérêt, c'est sur la partie, je l'ai dit, Predictive Analytics. Donc, il y a un certain nombre de modules et de fonctionnalités qui sont intégrés derrière, qui permettent d'aller un peu plus loin dans la donnée. Alors, on va retrouver des choses assez classiques. Je vous montrerai un petit exemple. Alors, ici, je n'ai pas beaucoup d'historique, donc ça ne va pas forcément marcher. Voilà, je vous le montre quand même. Allez, hop. On peut ajouter ce qu'on appelle des prévisions. Derrière, des prévisions automatiques. L'idée, c'est qu'il va décomposer le signal en plusieurs choses, des tendances, des cycles, des saisons, voilà, des fluctuations. Il va tester un certain nombre de modèles et puis il va retirer le meilleur modèle. Alors ici, on n'a pas beaucoup d'historique, donc forcément, il n'arrive pas forcément à détecter des choses. Je vous montrerai peut-être un autre exemple. Donc sur les séries temporelles, voilà, ça vous permet déjà d'avoir une prévision, une tendance qui va ressortir pour pouvoir voilà, avoir cette information. Une des choses qui est beaucoup utilisée, celle-ci, pas forcément beaucoup utilisée, hein, pour être honnête. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est sur chacun des graphiques, chacun des valeurs, chacune des mesures, vous avez toujours la possibilité, par exemple ici, si je veux en savoir plus sur le taux d'absentéisme pour cause de maladie. Vous voyez ici que dans le petit menu, j'ai quelque chose qui s'appelle une analyse intelligente. Personnellement, je n'aime pas le terme. Intelligente, je trouve ça un peu pompeux, pour le coup. Par contre, il faut le voir comme une aide à l'exploration. C'est-à-dire qu'ici, je me dis, tiens, c'est bizarre ce chiffre, je ne m'attendais pas à ça. En lançant l'analyse intelligente, l'outil est capable d'aller fouiller de manière automatique les données et de vous proposer un certain nombre de phénomènes qui peuvent expliquer justement ce chiffre. Alors, vous voyez, vous a sorti un petit truc à droite qui vous dit déjà une vision temporelle. Voilà, sur cette catégorie, comment ça évolue dans le temps, avec une vision temporelle et une vision d'écart de période à période. La vision mensuelle ou trimestrielle si on change. Et puis, ce qui est intéressant dessous, c'est les meilleurs contributeurs. Qu'est-ce qui explique derrière dans mes dimensions, dans mes axes d'analyse? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Donc là, on va retrouver en premier lieu l'axe comptable. Oui, il y a un axe comptable, effectivement, dans lequel il y a eu énormément d'absences pour cause de maladie. Ça va être un établissement qui ressort. Enfin, deux en l'occurrence, le 6 et le 22. Ah oui, il se passe quelque chose là-bas, peut-être. Il faut que j'aille, faut que je me renseigne un peu plus. Vous voyez, l'idée de cette analyse intelligente, c'est d'aller fouiller un peu les données pour vous et de vous proposer un certain nombre de facteurs influents qui viennent expliquer ce phénomène. Pour ceux que ça intéresse derrière cette chose-là, c'est de l'analyse de variabilité qui est faite. C'est-à-dire que je vais regarder selon toutes mes dimensions, je vais faire mes graphiques, on peut imaginer ça. Et puis, si vous aviez votre histogramme qui est tout plat, entre guillemets, on pourrait juger qu'il n'y a pas d'impact. Là, si vous avez des variabilités qui sont très fortes à l'intérieur d'un groupe, c'est qu'apparemment, il y a une influence forte sur le phénomène. Alors là, ça a marché. L'outil est complètement objectif, c'est-à-dire que des fois, il vous dit « Désolé, je ne trouve rien ». Peut-être parce qu'il n'a rien à trouver, peut-être qu'il manque une profondeur de données, voilà, il y a plusieurs choses. Mais tout ça pour dire qu'il ne cherche pas quelque chose juste pour vous proposer quelque chose. Donc voilà, donc sur les fonctionnalités prédictives, on va retrouver différentes choses. Le côté sur les séries temporelles, le côté sur l'analyse intelligente. On peut avoir du clustering aussi sur des nuages de points, essayer de regrouper des groupes qui sont très proches à l'intérieur du groupe et très éloignés des autres groupes. Clustering classique. En termes de restitution, on peut avoir différents types de restitution, de façon de travailler. Des choses très épurées, des choses un peu plus complexes. L'idée, c'est qu'avec l'outil, on peut vraiment pousser la restitution comme on le souhaite. Chose importante aussi, toute la charte graphique. Alors ici, on est sur la charte graphique Sinovate, mais on peut respecter toute la charte graphique aussi des entreprises. Ce qui est important justement pour que les utilisateurs restent justement dans ce domaine-là et s'accaparent plus facilement l'outil. Ça, c'est un point en termes d'adoption de la solution qui est aussi important. Alors, je vous montre quelques exemples aussi au passage de restitution. Voilà. Alors, pareil, je ne l'ai pas montré ici, mais sur le menu déroulant, vous avez un certain nombre d'actions que vous pouvez faire à chaque fois.
Et par exemple, si le graphique est un peu trop écrasé, on a la possibilité, en un clic, de passer en grand écran et d'avoir un peu des choses. Et puis là, si je le mets ici, là, je vois que j'ai un peu plus d'historique. Si je fais une prévision automatique, j'imagine, en plus, je vois des cycles, il devrait y arriver un peu mieux, avoir des bonnes prévisions. Ce qu'il faut voir, c'est que le côté automatique a toujours un petit côté boîte noire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Pour ceux que ça intéresse, c'est la théorie de Vapnik qui est derrière, donc SVM, qui permet vraiment, en fait, sa méthodologie était assez simple. D'ailleurs, les stats, c'est toujours assez simple. Il s'est dit, si demain, j'automatise un peu le traitement de l'information et les stats. On fait toujours un peu pareil dans la préparation des données, les valeurs aberrantes, les valeurs manquantes, comment je les traite, regroupement d'informations. Lui, à l'époque, dans les années 70, il s'était dit, si demain on a la capacité informatique de réaliser ce genre de choses, voilà comment je le ferai. Et vous vous doutez, depuis les années 70, on a un peu augmenté en termes de capacité informatique, ce qui fait que ça a été mis en place dans certaines sociétés et SAP l'a mis ici. Donc ce qu'on voit, voilà, c'est les prévisions sur un horizon assez important, sachant qu'ici, on a les qualités de prévision. On a un nombre de périodes aussi qu'on peut voir, c'est-à-dire tenant compte de l'historique, tenant compte de la qualité du modèle, quel est l'horizon maximum que je peux voir. Ici, on est sur du 9 mois. On peut avoir de la vision qui va mêler de la cartographie, qui va mêler des visuels un peu simples ici, histogrammes, etc., avec toujours cette possibilité de faire du drill down, de naviguer dans les données, etc. Donc vraiment un outil un peu agile et voilà, qui permet de varier un petit peu les types de restitution. On va pouvoir faire un peu tout ce que l'on souhaite. Donc voilà un premier exemple qui vous montre un petit peu l'étendue des possibilités. Il y a une présentation que j'aime bien. Allez, je vais faire celle-ci. Industrie 4.0. Puisque la première étape, comme je le disais, c'est de restituer l'information. Et puis derrière, c'est d'aller un peu plus loin. Ici, on est dans un cas où on était donc chez un industriel qui reçoit de la matière première d'un fournisseur, qui est traité sur des chaînes de production, et puis qui, à la fin, ressort un produit fini, qui doit subir un certain nombre de tests pour être conforme. Chez eux, en fait, ils avaient une problématique, c'est que la matière première n'était pas toujours bonne. Je pense que pour ceux qui ça parle, ça arrive assez souvent. Donc l'idée, c'était dans un premier temps déjà d'avoir du contrôle qualité. Donc ce qu'on a mis en place avec eux, c'est une méthode de sampling, justement, de faire de l'échantillonnage pour garantir une certaine qualité de production. Donc pour faire ça, derrière, l'idée, c'était de dire au fournisseur, de lui mettre un accès au portail et lui dire, voilà où tu en es dans ta qualité. Le challenger un petit peu sur les différents défauts qui étaient relevés, où on a un certain nombre d'informations. Donc ici, on est sur la fabrication de pneus. Voilà, c'est anonymisé, ce n'est pas le vrai cas, mais ça vous permet de vous projeter peut-être un petit peu. Où on va toujours comparer ce fournisseur. Donc là, j'ai une liste déroulante qui me permet de me concentrer sur un fournisseur et par exemple, je peux en choisir un autre, et de le comparer par rapport à tous les autres fournisseurs, selon un certain nombre de défauts, avec du contrôle de saisie, et puis de suivre son évolution temporelle sur la qualité de sa production. L'idée derrière, c'est même, une fois qu'on a choisi un fournisseur, d'aller choisir un défaut en particulier et de lui envoyer ça, et lui dire attention, tu es en train de te dégrader. L'idée, c'était un peu de les challenger là-dessus sur la qualité de leur produit. Pour faire le contrôle qualité, ce qui a été mis en place, c'est aussi une petite application de saisie. Donc là, on a des reporting en temps réel qui permet de voir qu'est-ce qui a été contrôlé sur l'application, sur tel lot de produits qui a été le client final, l'article, la couleur, et puis un certain nombre de paramètres. Donc dans le travail aussi de préparation de la donnée, il y a toute cette normalisation aussi du contrôle qualité qui est fait. Voilà, ça vous permet de voir un peu des choses. Le rapport interne qui permet de dire voilà ma matière première, voilà ce que j'en ai sorti au final en termes de produits finis. Après, il y a la valorisation de l'achat de la matière première. Donc, on peut mettre tout ça en musique. De l'IoT qui permet de remonter de l'information ici en temps réel, qui permet aussi de détecter s'il y a une machine qui est en train de dériver en termes de qualité sur la transformation, ou voire même de la maintenance prédictive. Je ne vais pas forcément aborder là. Et puis à la fin, on a une vision conformité, parce qu'on doit s'assurer d'un certain nombre de choses. Ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est qu'une fois qu'on a la solution SAC, on voit qu'on avait une finalité qui était vraiment industrielle, mais l'outil permet de répondre, comme on l'a vu au cas d'avant, à des questions de RH, à des questions de commercial, de CA, de production, etc. Donc d'avoir vraiment un outil, comme je disais tout à l'heure, qui est un point d'entrée central pour tous les services, pour tous les collaborateurs, et de partager aussi toutes ces choses-là, avec les restrictions de données qui peuvent s'appliquer. Donc voilà pour ce cas un peu simple. Je vais revenir peut-être sur l'autre.
Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez général que je vous ai présenté. Pour rentrer dans le concret, et vu qu'ici, on n'est pas très loin de la métropole de Nantes, je vais vous parler d'un cas qui est assez récent. On accompagne la métropole de Dijon sur tout ce qui est la restauration scolaire. Optimiser justement les repas pour avoir moins de pertes, mieux gérer les stocks et puis voilà, optimiser toute la chaîne. Donc ce que l'on a mis en place ici, alors il y a encore quelques petits problèmes d'affichage, enfin des ajustements à faire, mais l'idée ici c'est d'avoir sur une vision de période le taux d'absentéisme, le nombre moyen d'inscrits, le nombre moyen d'absents, et puis avoir une évolution temporelle par école. Donc là, on peut complètement zoomer sur une école. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'analyses liées qui vont filtrer les autres graphiques. Et puis après, la répartition des repas servis par jour de la semaine, par catégorie de type de plat. Parce que l'idée derrière, c'est d'aller un peu plus loin, essayer d'analyser quels sont les types de plats, vu que c'est un peu en avance, qui vont faire qu'on va avoir un taux d'absentéisme très fort. Les motifs d'absence qui sont derrière, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Et l'idée derrière, donc c'était une vision par période qu'on avait là, l'idée c'est d'aller soit sur des visions journalières, donc là on est vraiment au jour le jour, donc on retrouve les mêmes graphiques mais avec une vision par établissement, ou alors si on revient en arrière, hop, une vision par restaurant. L'idée d'utiliser l'outil, vous voyez, on a vraiment cette navigation qui est un peu transparente, on ne voit même pas qu'on est dans l'outil, hein. L'idée, c'était pour les personnes qui gèrent ça, ils avaient besoin d'avoir une vision à une semaine et 60 jours pour les appros. Donc maintenant qu'on avait toutes ces informations, maintenant qu'on avait fait ce travail de recensement et de data visualisation pour pouvoir explorer les données, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin, c'est d'essayer de trouver de la prévision justement sur ces 60 jours. Et donc, ce que l'on a mis en place ici, c'est des moteurs qui tournent sur des serveurs R, qui viennent réalimenter les données pour pouvoir une prévision du nombre de présences sur les prochaines dates, où là, on a vraiment école par école, le nombre de présents moyens qu'il va y avoir, le taux d'absentéisme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé actuellement, justement, pour pouvoir optimiser tout ça. C'était pour vous présenter un petit peu le contexte général, quelques types de restitution, sachant que c'est assez varié. On a des cas vraiment purement data vis, des choses qui vont très très loin dans le côté de data science. Il y a un cas alors, que je présenterai plus tard dans la journée, mais que je vais de vous montrer, qui est le côté sport, parce que là, ça permet, c'est quelque chose toujours d'assez rassembleur, où là, on va avoir des visions, toujours pareil, de restitution qui vont être différentes. Donc là, on est dans le domaine du vélo, plus exactement du BMX. On va pouvoir avoir directement des visuels qui seront disponibles par tout à chacun pour pouvoir consommer cette information. L'idée, c'est l'idée derrière tout ça, c'est de transformer le spectateur comme étant un expert pour pouvoir les impliquer un peu plus dans chacun des sports et aller un peu plus loin dans l'information. Et puis derrière, on va même avoir, toujours pareil dans des outils comme ceci, des visions où on a toujours ce côté navigation. Je me concentre sur un poste, je navigue, j'ai de la restitution, et puis je peux naviguer comme ceci. Derrière, en termes de fonctionnalité, on va voir qu'on va trouver pas mal de choses. On peut exporter les rapports sous format PDF ou PowerPoint. L'idée, c'est pas de trop l'utiliser. L'idée, c'est vraiment de consommer les présentations dans l'outil. Mais il y a toujours cette possibilité de partager ces choses-là et de planifier des publications si besoin. Il y a toujours une dimension collaborative avec un petit chat qui permet vraiment d'échanger sur les différents outils, de pouvoir citer une personne qui recevra une alerte, tiens, telle personne a commenté telle chose. Et de vraiment, toujours pareil, centraliser l'information et faire que tout le monde collabore. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est de passer en mode modification. Vous voyez un petit peu comment ça se passe derrière. Vous voyez ici, l'interface a un peu évolué. On retrouve un certain nombre de choses. Voilà, insérer des graphiques, insérer des tableaux, des contrôles de saisie, de la carte géographique, des visuels R. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dedans, il y a R qui est intégré. Donc, on peut coder directement tout ce qui est R. Et ça commence par, tout d'abord, on va ajouter une page. On a différents types de pages, responsive, zone des graphiques, etc. Donc là, l'idée, c'est de montrer comment, conceptuellement, on travaille sur ces présentations. On commence avec une page blanche où on va rajouter un graphique. Et donc, ce graphique, vous voyez, c'est quelque chose que je vais déplacer ici, que je vais pouvoir ajuster comme je le souhaite dans ma page. Et puis, on a une partie générateur ici où on a une source de données. Donc là, on choisit parmi les différents modèles qui sont derrière. Tiens, je vais en sélectionner même un nouveau, pourquoi pas. Hop. Donc là, il y a
l'ensemble des modèles de données qui sont présents. Hop, mince, je suis allé trop vite. On va prendre un jeu de données un peu sympa. On va parler de CA. Tiens, ça parle généralement de chiffre d'affaires. On parle dessous. Donc voilà, ici j'ai choisi ma source de données. Je peux avoir au sein d'un graphique une ou plusieurs sources de données que je vais lier, mais dans un rapport, je peux avoir X sources de données que je vais pouvoir mettre en graphique les uns à côté des autres. Derrière, ça sera un peu toujours le même principe. C'est qu'ici, j'ai une partie structure du graphique. Je choisis le type de visualisation. On a eu pas mal, hein, des histogrammes avec des lignes empilées ou non, des cascades, des aires empilées linéaires, des séries temporelles. On va retrouver tout ce qui est distribution avec les graphiques en boîte, les fameuses boîtes à moustaches, cartes de chaleur, des histogrammes cette fois-ci au sens de la densité, des radars, des cartes arborescentes, des nuages de points avec plus ou moins du clustering ou pas, ce qu'on appelle des jauges ou des KPI. Et puis ce qu'on va retrouver ici, c'est du donut, du camembert et du Marimekko. On a pas mal déjà de types de visualisation. Et puis comme je l'ai dit, je vous montrerai rapidement, on a du R intégré qui là ouvre pleinement le champ des possibles en termes de restitution. Donc là, l'idée, on va rester sur un histogramme classique. On peut choisir l'orientation. Je choisis une mesure. Vous voyez, j'ai un chiffre d'affaires qui est ici. Donc là, je vais demander de m'afficher mon chiffre d'affaires en histogramme. Il me l'affiche. Si derrière, je veux voir ça selon, par exemple, selon l'établissement, il m'a fait ça selon les établissements. Si en plus, je veux voir ça selon une autre dimension, alors on va prendre quoi? On va prendre le côté abonné ou non abonné des utilisateurs. Vous voyez, il m'a scindé ça, il m'a fait l'établissement, ici, abonné, non abonné, et puis après, derrière, le chiffre. Bon, finalement, je le voulais dans l'autre sens. Je voulais d'abord l'abonné, parce que c'est ça que je veux comparer. J'ai juste à faire glisser, et automatiquement, le graphique va se mettre en place. Si je veux le faire ressortir en couleur, le côté abonné, non abonné, j'ai la possibilité ici à droite de le faire déplacer dans la partie couleur. Et dans ce cas-là, on va avoir une distinction qui sera beaucoup plus visuelle en termes de couleur. Puis finalement, si ce n'est pas le bon graphique, mais que je veux quelque chose d'empilé, il va m'empiler les données comme ceci. Et à voir, on peut choisir en pourcentage, etc., etc. Donc, au sein d'un graphique, on a vraiment cette partie générateur sur la droite. On va choisir le type de graphique. On peut naviguer dedans, choisir les dimensions, les mesures, etc. Ajouter des propriétés de couleur, des filtres. Et puis après, on a une deuxième partie ici qui sera plus sur tous les aspects graphiques. Parce que je veux un fond de couleur, la police, une bordure, etc. Donc, on va pouvoir vraiment gérer ce que je disais tout à l'heure, toute la partie charte graphique pour pouvoir respecter les choses qui sont en place. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Maintenant, si on regarde, alors ce premier graphique, il est bien, on va en rajouter un deuxième. Donc là, on va rester sur le même principe, le même modèle. Je vais rajouter toujours pareil le chiffre d'affaires. Et je vais regarder ça cette fois-ci selon, par exemple, l'exercice. Hop, je dois en avoir un. Mois facture. Pourquoi pas? Là, on est sur les mois de facturation et puis on va mettre quelque chose en anneau. Derrière, selon les types de graphiques, on va retrouver dans ce qu'on appelle le menu contextuel, cette petite chose-là, différentes actions. On va pouvoir classer, on va pouvoir faire du tri, on va pouvoir faire ajouter de l'analyse intelligente en pied de page, enfin en pied de graphique. Et puis, on va pouvoir faire quelque chose qui est assez demandé, de l'analyse liée. L'analyse liée, c'est, vous voyez, on a un petit bandeau sur la droite qui vous dit, ce que je fais sur ce graphique-là, ça s'applique quoi? Que sur ce widget ou alors sur l'ensemble des pages, ou etc. Donc là, par exemple, je peux dire, ça s'applique sur tous les widgets sélectionnés. Il n'y en a qu'un que je vais sélectionner. Et j'ai juste à cliquer dessus pour que ça fasse ma sélection. Et donc, si je fais ça et que je repasse en mode affichage, l'idée, c'est de dire, tiens, je me concentre ici sur novembre. Si je clique sur novembre, hop, ça va me filtrer celui d'à côté. Vous voyez, dans la prise en main de l'outil, c'est quelque chose qui se prend très vite en main. Ce que je disais, c'est quelque chose qui a été conçu vraiment pour les métiers, pas les informaticiens. Et puis, on peut aller très, très loin après dans les choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des liens hypertextes, on va pouvoir ajouter des infobulles, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux afficher quand je passe dessus. De base, il m'affiche que les informations là, mais je vais pouvoir mettre d'autres trucs. Par exemple, la fiche client, si on est sur un client, son numéro de téléphone, ses dernières consommations, etc. Donc, on a pas mal de choses vraiment pour avoir un rendu. La possibilité aussi, ça je le montre très rapidement, d'ajouter des mesures. Donc, on a vu qu'on a un certain nombre qui provenaient directement du modèle, mais on a la possibilité à la volée de créer d'autres calculs. Je n'ai pas cliqué. Hop, pardon, si. Des mesures calculées. Alors là, on va retrouver un certain nombre de fonctions, c'est classique là-dedans, qui permettent d'enrichir un peu les mesures. Des choses mesures restreintes. On va restreindre une mesure selon une dimension, une ou plusieurs, ou des conditions. Des agrégations.
de somme, de moyenne, de médiane, etc. pour commencer à rentrer vraiment dans de la stat descriptive. Des différences par rapport à. Dans l'idée, c'est des choses qui, en temps normal, vous voyez, là, on est sur de la différence par rapport à. On a deux notions de temporel. Je veux la différence entre les deux, bah, ça peut me le calculer. Ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on a des interfaces qui sont assez simples pour le métier, pour pouvoir utiliser l'outil très simplement. Et l'adoption est assez bonne sur l'outil. Hop, pardon. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc, en termes de rendu, on n'est pas limité sur les capacités. Et ce que je vous montrais, je pense que ça intéressera certains ici, c'est la possibilité de rajouter un composant. Alors, je vais reprendre une page. En termes de composants, je l'avais dit, hein, il y a de la carte géographique, où là, on va pouvoir choisir le fond de carte. Il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles. Rajouter, donc c'est des layers, hein, c'est des couches hein, sur de la carte géographique, où là, on va avoir des couches à bulles, des cartes de chaleur, du choropleth. Voilà, on va pouvoir faire du drill down dedans, des couches d'entités, des flux. J'ai un point A, un point B, je veux matérialiser quels sont les flux en termes de CA, en termes de marge, etc. Sur la carto. Ce qu'on peut rajouter aussi comme élément, ça va être des images, du texte, des formes, etc. Donc des choses pour égayer un peu la présentation, hein, pour la rendre un peu digeste. Et puis ce que l'on a là, c'est la possibilité de rajouter du R. Et donc dans ce cas-là, on a vraiment cette côté, je donne des données d'entrée, donc ça va s'imbriquer, il va y avoir les mêmes interactions qu'avec les autres graphiques, sur les contrôles de filtre, etc. Des paramètres d'entrée si on le souhaite. Et là, si on veut ajouter un script, si on ouvre, pour ceux qui ne savent pas, on est vraiment sur une console R. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ma partie éditeur, console, l'environnement, et puis l'aperçu que ça va donner. Alors, je ne vais pas coder quelque chose de très compliqué, mais là, vous avez votre éditeur. Si je fais exécuter, vous allez voir, vous avez votre restitution qui est donnée ici, directement. Donc là, on est sur du clustering classique, et qui va venir s'imbriquer directement dedans. Donc l'idée, c'est, si on veut aller un peu plus loin, si on veut d'autres types de visualisation, avec des librairies R, on va pouvoir complètement les intégrer dans l'outil. Et l'idée, c'est forcément d'aller un peu plus loin sur de la modélisation, essayer de proposer d'autres choses, que ce soit du standard ou même des fois du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire de l'analyse statistique pour proposer les meilleures choses. Donc voilà, un peu pour l'ensemble des choses. 15h07, oui, ça va. La possibilité d'ajouter des sections, voilà, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et puis l'idée, derrière, c'est de partager l'information. Et donc pareil, dans le partage, l'outil se prête facilement à partager ça d'un utilisateur à l'autre. Par exemple, ici, je vais le partager avec des personnes qui peuvent être qui sont sur l'outil. Par exemple, cette personne-là que je connais, qui est très sympa, je vais lui partager et puis je vais lui donner des droits soit d'accès, en affichage, en modification, en contrôle total, etc. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de faciliter cet échange au sein de l'entreprise, toujours pareil. Voilà, c'est allé assez vite. Il y a énormément de choses que l'on peut voir sur la partie modélisation, etc. Je vais garder un peu de temps si vous aviez des questions, tout simplement peut-être sur des cas d'usage, sur le fonctionnement, etc. N'hésitez pas. Je prends ce silence pour un non, c'est dommage. Ça veut dire que tout était clair. Alors, les prix publics sur la solution, on est sur des licences à 20 € par mois par utilisateur. C'est tout compris. Voilà, c'est vraiment toute la solution qui est comprise. On est sur du cloud. Donc là, on paye vraiment la licence nommée qui est derrière. Derrière, en termes de stockage, donc c'est des bases ANA qui sont derrière, c'est la plateforme, il n'y a aucune limite de stockage. Il y a des limites, forcément, de ce que l'on passe dans le tunnel, hein, dans les jobs d'import qu'on va faire. Là, c'est des limites techniques, on va dire. Mais par contre, après, derrière, ce qu'on fait, c'est généralement de l'incrémentaire, si on a des gros volumes. Et dans ce cas-là, derrière, le stockage, lui, n'est pas limité. Donc, c'est 20 €, c'est vraiment la licence avec toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées. La restitution, les fonctionnalités d'analyse prédictive, etc. Et puis la possibilité de R et tout ça. Tout à fait. Alors, en termes de connexion, je peux vous montrer tout de suite un petit peu la liste des choses. On a des connecteurs natifs qui vont vers SAP, forcément, que ce soit du VPC, de l'ERP, de l'ANA, que ce soit du SuccessFactors, vers les univers, pour ceux à qui ça parle. Voilà, on peut attaquer ça directement nativement avec l'outil. Et l'idée, c'est que je prends les données, je les monte dans le cloud et je les consomme.
On peut attaquer des bases SQL classiques, que ce soit du SQL Server, de l'Oracle, du NetAssa, enfin bref, on a toute la panel de connecteurs. Google BigQuery, et puis après, on va attaquer même des serveurs de fichiers, ce qui reste quand même beaucoup de cas d'usage pour le coup. Mais voilà, on va attaquer tout ça. Et donc là, on est en mode import. Je prends les données, je les monte. Il existe une deuxième solution de connexion qui est du live. Là, on est vraiment en temps réel. Et donc, dans ce cas-là, par contre, on va se contenter de ce qui est SAP. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir attaquer les univers en live. Donc, s'ils sont modifiés automatiquement, on a les modifications qui sont derrière. Voire même attaquer des documents Webby dans BO. Quand je dis on va requêter, ce n'est pas que la requête de base, mais c'est vraiment les requêtes qui sont derrière un document Webby, les variables qui ont été créées, c'est l'ensemble qui vit en fait dans le modèle de données. Donc, il y a des ponts qui sont entre les deux. Je ne vais pas l'ouvrir ici, mais ici, sur la dernière version BI 4.3, on a vraiment un pont de BI 4.3 vers SAC. L'interface, maintenant, est homogène entre les deux. Donc, il y a un réel rapprochement des deux solutions. En termes de fraîcheur, on est obligé d'être sur une vieille version de SAP qui n'est pas montée sur ANA. Ça passe. Si. Derrière, même là, je parle de BO qui est sur du on-prem. Donc, on peut l'attaquer en direct, il n'y a pas de souci, quoi. C'est là où ça a vraiment son intérêt, vraiment l'approche hybride est valable. Alors, pour ceux qui ça parle, à partir de la 4.2 SP7 sur BO. Voilà. Mais après, en termes d'adoption, quelque chose qui était beaucoup reproché justement sur la solution BO, c'était la complexité des utilisateurs. Ils n'arrivaient pas à s'y retrouver, ils n'arrivaient pas à l'utiliser. Là, c'est vraiment de redonner, c'est vrai que je n'ai pas trop appuyé dessus, c'est de redonner l'autonomie au métier. Encore une fois, l'idée, c'est je mets un modèle à disposition, ils peuvent facilement créer leur rapport, ils peuvent facilement aussi prendre un jeu de données au fichier Excel, le charger dedans et puis jouer avec. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? C'est quand on avait une demande, par exemple, de mise en place d'un état dans BO, etc., ça passe par le schéma classique, la DSI, la demande est faite, c'est pris en compte, on analyse, et puis peut-être 3 mois après, on a le rapport. Finalement, ça ne servait à rien, c'était un one-shot, c'est jetable, ou alors s'il y a un intérêt, bon, on va plus loin. Là, l'idée, c'est de dire, OK, plutôt que d'avoir toute cette attente, parce qu'il faut de la réactivité, on donne la main aux utilisateurs pour pouvoir charger rapidement un petit fichier Excel d'extraction. Hop, je joue avec. Est-ce que ça m'intéresse? C'est un one-shot? Je le présente à ma réunion. Si derrière, il faut l'automatiser, là, on reprend le schéma, mais entre guillemets, on a déjà fait les specs. Elles sont là. Moi, j'ai déjà travaillé. Le métier, il a dit, moi, je voulais ça, j'ai fouillé un peu mes données. Ça, c'est important. Et donc, ça accélère aussi grandement le déploiement de nouvelles ressources derrière, en désengorgeant, entre guillemets, les demandes un peu polluantes, on va dire, ou des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt après coup, en fait. Donc, on constate beaucoup ce truc-là, où on a une approche hybride. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de l'autonomie de l'utilisateur. Il y a énormément de… Voilà. La population qui est toujours un peu réfractaire à aller là-dedans, pour être simple, c'est le contrôle de gestion. Moi, je veux mon Excel, je veux mes chiffres, etc. Et en fait, une fois qu'on a fait un peu ce travail de leur présenter l'outil, comment ça fonctionne, etc., paradoxalement, c'est les premiers à utiliser ces outils parce qu'ils y retrouvent de l'intérêt. Ah, je peux fouiller mes données. Ah, tiens, c'est visuel, je peux présenter ça directement. Et c'est là où il y a un vrai intérêt, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être. Donc, tout était clair, alors. Ah, si. Moi, j'ai une question plus pratique. Lorsque vous avez parlé de l'exemple de faire des visuels avec des dimensions et des mesures. Lorsque vous avez choisi la mesure de chiffre d'affaires avec la dimension des abonnés non abonnés, on a fait dans l'affichage aussi les vies, alors que vous ne l'avez pas inséré. Si, il était toujours inséré. Alors, je peux le refaire rapidement, ça prend 2 secondes, ça. Hop, modification, j'ajoute une page. Et c'était le fait d'ajouter un graphique ici où je choisis, hop, ma source de données, c'était ça. Je choisis le chiffre d'affaires. Et puis ici, j'avais choisi, je crois, l'établissement, hop, et puis le côté abonné, non abonné. J'avais les deux. Alors, ce que j'avais déplacé, c'est le fait de déplacer l'abonné dans la partie couleur. Donc, qui permet, voilà, on se dit, non, je vais le faire ressortir, donc je le mets sur la couleur qui permet visuellement de mieux voir les différences. Ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comparer. Vous voyez que là, en termes de visualisation, ce n'est pas du tout le même résultat derrière. Et c'est ça qui est important aussi. Quand on fait des ateliers avec le métier, c'est d'essayer de comprendre comment ils consomment la donnée. Je prends l'exemple des contrôles de gestion. Généralement, ils disent, mais moi, je veux mon grand tableau. Et là, on est dans une méthodologie, on leur dit, ouais, mais ce grand tableau, tu en fais quoi? Ah, moi, quand j'arrive, je veux voir telle colonne, telle ligne, je veux voir tel chiffre.
On dit, ah bah ok, déjà, tu as un KPI qu'on pourrait mettre en haut à gauche. Ça t'éviterait de chercher dans les trucs. Ouais, mais s'il y a ça, moi, j'ai besoin d'aller fouiller ça. Ok, ça se traduit en graphique. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à les emmener vers un système de data vise, ce qui permet, enfin, ce qui n'empêche pas à tout moment, je n'ai pas présenté toutes les choses, mais on a une partie où aussi on peut accéder aux données qui sont derrière. Voilà, on peut visualiser aussi les données. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour aller plus vite sur la compréhension des phénomènes, pour aller plus vite dans ce qui se passe derrière, la data vise est faite pour ça. Puis derrière, il y a même des fonctionnalités type explorateur, c'est-à-dire que derrière un graphique comme celui-ci, si je suis en mode affichage, moi je suis un simple lecteur, je n'ai pas le droit de modification. Là, ce que je viens d'activer, c'est l'explorateur. Donc on a quelque chose ici qui s'est rajouté. Et l'idée, c'est de basculer d'écran et de donner la main à l'utilisateur pour les fouiller. Ah bah tiens, je veux changer le type de graphique, je veux changer aussi, voir ça selon les articles annexes, je veux ces trucs-là, je veux du linéaire, etc. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais l'idée, c'est d'avoir ça, se dire, OK, je garde cette vue-là, et si je referme et que je reviens à ma présentation, en fait, derrière ce graphique, vous voyez ici, j'ai deux vues. Et demain, en fait, derrière un graphique, je peux avoir un pool de sous-graphiques qui viennent expliquer d'autres visions. C'est un peu cette idée qu'on va travailler avec les personnes quand on parle de métier, c'est comment vous consommez la donnée, comment on peut vous aider à aller plus vite à l'information. Eh ben, on va parler de navigation, de cinématique de navigation. Voilà, je parle d'une vision macro. Tiens, j'ai besoin d'avoir 2 ou 3 graphiques qui sont derrière. Est-ce que je les mets à côté? Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce que je les mets derrière l'explorateur? Est-ce que je le mets derrière un onglet? Voilà, c'est toutes ces capacités de l'outil, de navigation, d'exploration, etc., qui est vraiment intéressante. Et juste pour finir, ouais. Ah, il y a des questions sur Internet. La bibliothèque de graphique est-elle ouverte? Possibilité d'ajouter des vises maison développées, par exemple, en D3.js. Oui, il est possible de rajouter des choses personnalisées, mais pour le coup, on ne pourra pas forcément les utiliser dans les présentations, mais dans la partie outils d'analyse. J'ai évoqué ça rapidement sur la partie outils d'analyse. Je vais juste faire un petit exemple rapidement là-dessus. L'outil d'analyse, c'est comme une présentation. Vous voyez, on est sur une interface un peu pareille, sauf qu'on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter des graphiques, on a déjà vu comment ça fonctionnait, des contrôles de saisie, etc. Mais là, on va même pouvoir rajouter un certain nombre d'éléments. Par exemple, je ne sais pas moi, un bouton. Et puis là, derrière, on va coder ça. On va faire un script. Quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce que ça fait? Donc là, c'est du JavaScript, pour ceux à qui ça ne fait pas peur. Vous avez des fonctions qui sont application, point, et puis vous avez l'ensemble des fonctions que vous pouvez faire dessus. Donc là, vous êtes vraiment sur le codage d'une application, où vous allez avoir même des pop-up. Quand je clique à tel endroit, j'ai une pop-up qui ressort, etc. Et c'est dans ce cadre-là où là, on est sur exactement la techno qui est évoquée. Elles sont où? Les éléments personnalisés, je ne le vois plus ici. Je ne le vois plus. Bon, on ne le voit plus ici parce que j'en ai peut-être pas. Mais là, c'est là où on va pouvoir développer nos propres composants qu'on va déployer sur du JS, sur du Neo, peu importe la techno, et qu'on va pouvoir consommer là-dedans. D'ailleurs, il y a certains partenaires qui proposent des nouveaux visuels qu'on va pouvoir utiliser là. Des librairies. Ouais. Là, c'est juste en front. Donc derrière, voilà, il faut le déployer sur un serveur quelque part qui va être consommé là. Mais là, on peut aller très loin dans la partie appli. Donc là, on n'est plus sur le user-friendly. Vous ne montrez pas ça à un contrôle de gestion, sinon vous le perdez. Par contre, ça peut aller très loin. Vous voyez, on a des variables. On va pouvoir avoir des actions d'exploration de la donnée. Je clique ici, ça va me chercher ma CRM, des informations via API, via web server. Voilà, là, on peut aller très, très loin dans le codage. Par contre, il faut tout coder. Donc, c'est plus user-friendly du tout. Mais j'ai fait des projets. Là-dessus, on est sur des véritables applis, quoi. Vous pouvez comprendre ça que ça arrête de la data vise. C'est de la data vise. Par contre, vous avez quand même, de manière implicite, une base de données derrière ANA, parce qu'on est dans le cloud, parce qu'on est basé sur la plateforme. Donc, ça intègre quand même un stockage derrière. Non. Illimité. Historiquement, il y avait 1 giga par utilisateur. Ah non. Historiquement, il y avait 1 giga par utilisateur, sachant que c'est du in-memory derrière. En fait, c'était déjà énorme en termes de stockage et maintenant, ça doit faire 1 an et demi où ils ont levé même ce stockage. Il n'y avait même plus de limite de stockage. Par contre, il y a la limite, ce que je disais tout à l'heure, de transport, parce qu'on parle des données. Voilà, il y a un tunnel à passer. Et voilà. Donc, il y a des limites. Voilà, je n'ai plus les chiffres en tête, mais sur des fichiers, c'est 1 million de lignes, c'est 100 colonnes, quoi, grosso modo.
concurrent et c'est la même outil. C'est ce que je disais, les deux sont complémentaires dans le sens où il y a un truc que je ne ferai pas dans SAC, clairement, c'est des grands listings, c'est des grands tableaux. Ça, BO le fait très bien et le push vers plein de gens en PDF, etc. Ça, entre guillemets, c'est ce que j'appelle les rapports institutionnalisés ou les listings, etc. BO le conserve toujours. Exactement. Par contre, après, on peut avoir un mix des deux, peu de licences pour pouvoir distribuer et puis garder la partie là. Là où ça a vraiment du sens, ça, pour moi, comment on peut positionner les deux, c'est un complément sur ce que je disais, l'autonomie. Les utilisateurs, vous ne les emmènerez pas sur BO. Par contre, ici, ils vont pouvoir jouer. Et donc, il y a un peu ce côté des… Voilà, il y a quelque chose d'assez complémentaire. Les objets qui sont derrière, ouais. C'est ça. C'est la partie ici, alors que je n'ai pas abordé, hein, modélisation. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer ce qu'on appelle un modèle de données, une requête, un cube. Bon, ça peut être vu dans pas mal de choses. Et il faut voir ça comme… Alors, j'aime pas trop le terme, comme un petit ETL light. C'est-à-dire, je vais chercher les données. Avant que ce soit un modèle, je vais devoir qualifier les dimensions, les mesures. Je vais pouvoir rajouter, enrichir, faire un peu de transformation, du géographique, mettre une hiérarchie en place, etc. On construit ça. Et derrière, on met à disposition ces modèles aux utilisateurs. Donc, ça reste une partie IT, quand même. De quoi? Il n'est pas complètement autonome. Alors là, je ne sais pas si j'ai un fichier Excel. Ouais, je pourrais j'ai plus le temps, mais j'aurais pu vous montrer. Si je prends un fichier Excel, je le glisse, il arrive automatiquement à me proposer quelque chose et je l'utilise dans la foulée. Par exemple, une table SAP, si tu dois faire des rapprochements, une table d'achat, une table de production. On peut faire des jointures à ce niveau-là. C'est toujours pareil. La bonne pratique, c'est de le faire en back. C'est-à-dire voilà, de faire des choses un peu plus en amont. Par contre, l'outil permet de le faire. Ça permet quand même d'avoir un certain niveau de jointure, d'aller chercher des infos à droite à gauche, de relier le tout et de pré-mâcher ça. C'est toujours pareil, hein, c'est plutôt l'IT qui va dispenser le modèle et le mettre à disposition après à tout le monde. C'est mort. Ouais. Par contre, ce qui est ici, derrière… par contre, derrière, là, on est vraiment sur… comment dire, on va planifier les jobs d'import comme dans un ETL. Et ce qu'on attaque, ce n'est pas la base opérationnelle directe. On est vraiment dans le cloud. Et puis, on peut charger un gros volume et puis laisser la liberté. Il faut mettre la couche sémantique entre les deux, sinon on s'y perd. Mais voilà, il y a cette possibilité. Dans cette partie-là, il y a des licences qui ne sont pas des licences de viewers, des licences dev. Il n'y a qu'un seul type de licensing, qu'on soit simple viewer, qu'on soit développeur d'outils d'analyse, qu'on soit prédictif avec du R, qu'on soit machin, il n'y a qu'un seul type de licensing. Là aussi, ils ont fait des gros progrès pour le coup de simplifier le type de licensing. C'est un pour tout le monde. Si. Non. Et c'est vraiment leur outil sur lequel ils misent beaucoup. Hein, il y a énormément de R&D dessus. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu tout le portefeuille de projets, enfin de produits qu'il y avait chez SAP, derrière, c'est un regroupement de plein de choses. On va avoir de la BI, on a la version Explorer, pour ceux qui connaissent, qui est intégrée dedans, c'est la partie explorateur. Il y a KXN, Predictive Analytics, qui a été intégré, c'est tous les modules derrière. Je ne sais plus comment il s'appelle, la partie outils d'analyse, c'était la partie où on pouvait coder, j'ai oublié le nom de l'outil chez SAP. BPC, l'outil de planification budgétaire est intégré dedans, donc on a toutes les fonctionnalités de BPC qui sont intégrées dedans pour faire de la planification budgétaire. C'est vraiment la convergence de tout leur savoir-faire. Je préfère pas en parler. Désolé. Il y a Lumira, mais la bonne partie. Il n'y avait pas grand-chose dessus de bien, donc voilà. Donc, oui. Ouais. On monte les données dans le cloud. Ouais. Sauf le côté live, où là, on peut attaquer directement en live sur le on-prem, avec le SSO qui va se propager, tous les trucs. Par contre, on retombe sur des problématiques classiques de volumétrie, c'est-à-dire que si je suis en live un périmètre de données qui est énorme, faut s'attendre un petit peu de la latence, quoi. C'est tout simplement ça. Mais là, l'idée, c'est vraiment, je vais chercher les données on-prem, je les mets dans le cloud et je profite d'une memory de HANA pour pouvoir jouer dans mes données, naviguer, etc. Par rapport à du BO, je fais ma requête avec une invite sur un petit périmètre. Là, je charge tout dans le cloud et puis c'est avec du slider que je vais me balader dans le temps, quoi. C'est stocké de base dans le data center qui est à Francfort. Donc voilà, il y a différents providers. Après, on peut choisir.
Historiquement, SAP avait ses propres data centers sur une technique qui s'appelait Neo. Ils ont compris que ce n'était pas leur particularité. Donc maintenant, ils se sont tournés vers quelque chose de beaucoup plus open qui s'appelle du Cloud Foundry. Où dessus, ça peut être du Google, ça peut être du AWS, ça peut être du Azure. Voilà, ça peut être derrière, c'est de l'autre hébergement. Mais c'est ouvert. Et voilà, on peut choisir. Il y a Rotterdam, Francfort. Après, on peut choisir d'aller aux États-Unis, on peut choisir d'aller en Australie, en Chine. Après, c'est choix personnel. Pardon? Non, c'est que dans le cloud. C'est forcément dans le cloud. Donc, un des avantages, c'est des montées de version. Je ne l'ai pas dit, mais régulière de l'outil. Il y en a une par trimestre. Ces montées de version, c'est des nouvelles connexions, c'est des nouvelles fonctionnalités de navigation. Ça va être des nouveaux graphiques, ça va être des nouvelles librairies Java qui sont intégrées. Voilà. Tous les trimestres, vous avez pas mal de choses. L'interface a évolué dernièrement, plutôt dans mon sens d'ailleurs. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle était déjà bien avant. Mais voilà, c'est toutes des montées de version où vous n'avez pas de migration à prévoir, entre guillemets, si on était sur des serveurs chez nous, quoi, enfin, à la maison. Là, l'idée, c'est vraiment de, voilà, ça vit tout seul. Et il y a des, vous voyez, là, j'ai des choses. Et puis, dès qu'on a des nouvelles fonctionnalités, il vous met un petit bandeau. Et là, vous retrouvez, voilà les nouveautés. Maintenant, vous pouvez faire ça. Sur les présentations, vous pouvez faire ça. Alors, je ne l'ai pas dit, une extension pour pouvoir consommer les données dans Excel, mais ça, je préfère même pas en parler. Parce que j'essaie de faire sortir les gens d'Excel. Je ne vais pas dire qu'il y a un add-in qui permet d'aller consommer les données de SAC dans Excel de manière sécurisée. Mais voilà, à chaque fois, voilà, vous avez une petite liste de qu'est-ce que apporte la nouvelle version. Voilà ce que vous avez pu faire. Je suis désolé, je vais commencer une présentation en 5 minutes. Oui, et je vais laisser la place. Pas de souci. Désolé. Merci à vous en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Désolé de vous avoir interrompu. Ah non, tu as bien très fait. Intéressant.